Salut les petits artisans alcooliques, c'est Tao des Cités d'Orge. Dernière vidéo avant celle du brassage, promis. Cette fois, on va rapidement faire le tour du vocabulaire du brasseur. Apprendre des nouveaux mots est toujours un truc un peu chiant. Prenez le mot allemand Rindsflasche Etikettierungsüberwachungsaufgaben Übertragungsgesetz par exemple. Est-ce que j'ai eu du plaisir à l'apprendre? Non, absolument aucun. Cependant, il existe une catégorie de vocabulaire qui nous est beaucoup moins coûteux d'apprendre. C'est celle liée à nos passions. Le but de cette vidéo est de survoler les quelques termes qu'on va utiliser pendant le brassage pour que chaque mot sorti de ma bouche la semaine prochaine fasse directement sens pour vous. Premier mot, le brassin. Le brassin, c'est le volume de bière réalisé en un brassage. C'est donc dépendant de la taille de notre matériel. Une journée peut contenir plusieurs brassins, si vraiment on est très motivé. Deuxième mot, le malt. Si vous êtes un vrai néophyte, il est probable que tout comme moi il y a quelques années, vous pensiez que le malt est une céréale. Et c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Le malt est un état de la céréale. Il existe donc du malt de maïs, du malt de blé, du malt d'orge, etc. Pour devenir malté, on humidifie la graine quelques jours et lorsqu'elle se prépare à germer, et donc qu'elle change sa structure interne pour rendre disponible des sucres qui permettront à la plante de pousser, on la sèche. Oui, c'est terrible, mais quand on aime la bière, on veut bien fermer les yeux sur certaines parties du processus. Troisième mot, le houblon. Là aussi, pendant une bonne partie de mon adolescence, j'ai pensé que le houblon était une céréale. Je buvais alors des Monaco industriels que je trouvais au moins aussi bonnes que les Smirnoff Ice. Ne vous désabonnez pas de la chaîne s'il vous plaît, on est tous là pour s'améliorer. Bref, le houblon est une plante dont on utilise la fleur pour aromatiser sa bière. Faut presque considérer ça comme un condiment. Les différences de goût que peuvent générer le houblonnage sont juste folles. Il s'agit pour moi d'un aspect essentiel de la bière. Pour reparler de la plante maintenant, les brasseurs l'utilisent généralement sous forme de pellets, qui sentent très bon, mais que je vous déconseille de goûter comme ça. Bon, exemple. C'était horrible. Bref, pour ceux qui se demandent quel goût ça a, ça sent juste trop bon. Mais par contre, ça a vraiment un goût d'amertume, un peu de wasabi. Bizarrement, c'est dégueulasse. Ouais, c'est vraiment ignoble. Abonnez-vous pour encourager ce genre de cascade, s'il vous plaît. Bien sûr, ne le faites pas à la maison. Je suis un professionnel. Tout ça. Ah, fallait pas la merde et la prise, hein, j'aurais pas fait 2 fois. L'Humulus lupulus, plante du loup, est de la même famille que le chanvre, raison pour laquelle ça sent assez fort la weed. Petite astuce de roublard, si lors d'un contrôle de police vous êtes en délicatesse car vous en avez sur vous du chanvre de divertissement, dites que c'est du houblon et que vous êtes brasseur. Oh, vous vous ferez arrêter de toute manière, hein, mais au moins, il y aura un truc marrant décrit dans le rapport de police. Ça fait rire les copains, ça c'est sûr. 4. Les levures. La levure est un champignon unicellulaire, donc oui, toutes les bières sont forestières si on veut bien. Elle va se charger de manger les sucres et l'oxygène présent dans le mou, et en échange va produire du CO2 et de l'alcool. Les levures sont méga résistantes, et lorsqu'elles ne disposent plus de sucre et d'oxygène pour continuer à se dupliquer, certaines meurent, mais une bonne partie reste en état de sommeil dans la bière. Il est alors possible de les réveiller en leur fournissant du sucre par exemple. Un petit peu à la manière d'un petit diabétique à qui on donnerait un coca après qu'il ait perdu connaissance. Maltose et dextrine. Alors oui, c'est pas qu'un mot, mais il s'agit là de 2 ensembles de molécules de sucre qui s'obtiennent durant l'empâtage, à des températures différentes et qui ont chacune un impact spécifique sur la bière. La maltose est une sucre fermenticible, ça veut dire qu'elle sera consommée par les levures et en échange, on obtiendra de l'alcool et du CO2. Tandis que la dextrine, à la structure plus complexe, n'est pas fermenticible. Les levures n'y toucheront pas, ce qui aura tendance à laisser une douceur après la fermentation. Comment on les équilibre, vous allez me demander? Eh bien c'est simple, en jouant avec la température. Plus c'est froid, plus on obtiendra d'alcool. Plus c'est chaud, plus on obtiendra un goût sucré dans la bière finale. Je sais que je sursimplifie un max, mais c'est parce que l'objectif de cette vidéo est uniquement de survoler les termes pour savoir de quoi on parle. On entrera plus en détail une autre fois, promis. 6e mot, le concassage. Le concassage, c'est l'action de casser du grain. Dans l'absolu, on pourrait brasser une bière sans concasser le grain, mais on aurait beaucoup de peine à obtenir le sucre de la graine. Du coup, la règle, c'est que le plus de grains possible soit brisé tout en essayant d'éviter de finir avec de la maïzena, parce que ça finit par tout boucher partout. Plus le concassage est fin, plus on obtient de sucre.
L'empâtage, 7e mot, c'est l'action de récupérer des sucres solubles dans le grain concassé. La tradition veut qu'on brasse ce grain pendant environ 1 heure dans une certaine quantité d'eau et la température à laquelle on effectuera cette action aura un impact sur le type de sucre que l'on récupérera et donc le goût et le pourcentage d'alcool final de la bière. 8e mot, les drèches. Les drèches sont le grain vidé de son sucre après l'empâtage. J'en ai jamais rien fait, mais il paraît qu'il y a plein de recettes. Alors peut-être qu'on se motivera un jour pour un atelier cuisine sur la chaîne. 9e mot, le mou. Le mou, c'est le liquide clair et sucré qu'on obtient après l'empâtage. À partir de là, ça s'appellera du mou jusqu'à ce qu'on le place dans le fermenteur et que l'on l'inocule avec les levures. Instant philosophie et métaphysique maintenant. Pour ceux qui sont encore là, à ce point-là de la vidéo, déjà, vous avez tout mon respect et ma gratitude. Mais surtout, j'ai une question pour vous. Quand est-ce que le mou devient de la bière? Est-ce que c'est au moment où il touche les levures? Au moment où la première levure crée la première molécule d'alcool? Est-ce que c'est lorsque ça sort du fermenteur? Est-ce que c'est un mou de Schrödinger, dans un état superposé quantique, entre le mou et la bière jusqu'à son observation? Je sais, je pose là des questions qui dérangent, mais il est de mon devoir de micro-youtubeur et de micro-brasseur de les poser. Si vous avez une piste, merci de la partager dans les commentaires. Tentons de régler cette épineuse question qui taraude le monde brassicole depuis des millénaires. Minimum. Je n'exagère même pas. On est au bout. Dernier mot, fermentation. On vient d'en parler, c'est le moment durant lequel les levures vont faire leur travail et transformer le sucre en alcool et CO2. La fermentation se fait toujours à l'abri de l'oxygène pour éviter qu'une infection se produise, qu'un autre champignon ou une bactérie colonise notre mou avant que nos levures aient le temps de prendre le dessus. Si cela arrive, le brassin tout entier sera altéré. Et même si l'on ne devrait jamais dire d'une bière qu'elle est bonne ou mauvaise, je vous garantis que selon l'infection, il faut oser employer les mots et dire que c'est dégueulasse. Dans les pires cas, la bière peut littéralement pourrir. Dans le moins pire des cas, ce sera la commune Lactobacillus et la bière sera juste moins alcoolisée et acide. Faudra juste changer l'étiquette et l'appeler gueuse. Dernier point sur la fermentation, bien que les levures se focalisent d'abord sur les sucres fermentescibles, elles ne font pas seulement ça. De nombreuses imperfections de la bière ou autres faux goûts peuvent parfois disparaître avec le temps. Et cela est grâce au travail lent des levures qui restent actives et qui vont continuer à essayer de manger et de décomposer des molécules pour tenter de survivre. Une bière pas incroyable après 1 mois peut devenir bonne après 3. Et la bonne nouvelle, c'est que généralement ça se produit dans ce sens. Et voilà, et maintenant, si je vous dis il ne faut jamais oublier d'aéroser la maltérase avant de la transférer dans le lévurier, vous savez tout de suite que je suis juste un immense abruti et que j'y connais rien et j'ai juste inventé des mots pour avoir l'air intelligent. Vous la faites plus à vous, hein? Bon, les mots veulent rien dire, mais je parle quand même d'une étape qui existe vraiment. Pour ceux qui la reconnaissent, écrivez-le dans les commentaires. On va voir s'il y a vraiment des experts. On est déjà bientôt 80 abonnés sur la chaîne, à 81. Et ça s'est passé en à peine 2 mois. Ça se passe super bien et vos retours font grave plaisir. J'ai fait mes calculs, et si tout va bien, dans à peine 18 750 000 ans, l'ensemble de la population mondiale devrait être abonnée à la chaîne. Yes! Comme d'habitude, je vous remercie pour votre aide, votre patience, les messages, et puis j'espère que vous continuerez à voir les vidéos. Mais surtout, j'espère que vous allez vous équiper pour se préparer à brasser cette fameuse BAPA la semaine prochaine. Comme d'hab, je vais toujours essayer d'avoir une vidéo par semaine. Pas toujours facile, mais pour le moment on s'y tient et ça marche plutôt bien. A plus! Maintenant on sait qu'une vidéo ça fait à peu près une bière, 40 minutes. Ouais, bah, je la bois au rythme, hein, je la bois tranquille. Pas la peine d'être ivre-mort dans la caméra non plus. Rindflasche-Etikettierungsausgaben Rindflasche-Etikettierungsaufgaben Putain.